Élisabeth. Un nom qui murmurait l'élégance et le charme. Mais derrière son sourire captivant battait un cœur venimeux. Les hommes, aveuglés par sa beauté, étaient attirés vers elle comme des papillons de nuit vers une flamme. Ils voyaient la richesse, le statut social, une épouse trophée. Élisabeth, elle, y voyait une opportunité. Leur malheur faisait son bonheur. Elle était un maître de la manipulation, tissant une toile de charme et de séduction. Ses cibles, riches, âgés et surtout, seuls. Ils aspiraient à la compagnie, à un corps chaud à leur côté. Élisabeth leur offrait un fantasme, un rêve qui allait bientôt se transformer en leur pire cauchemar. Chaque relation suivait un schéma similaire. Une romance éclair, un mariage somptueux, une assurance vie conséquente. Puis, l'inévitable accident. Une chute tragique dans les escaliers. Une maladie soudaine et inexpliquée. Les autorités n'ont jamais rien soupçonné. Élisabeth, la veuve éplorée, versait une larme, encaissait son héritage et passait à sa prochaine cible. Sa beauté, son arme la plus efficace, cachait un cœur froid comme la glace. Mais même le prédateur le plus rusé peut commettre des erreurs. Les rumeurs suivaient Élisabeth comme son ombre. Les ragots se répandaient dans les cercles sociaux qu'elle infiltrait. 3 maris, murmurait-on, tous décédés dans des circonstances mystérieuses. Aucune preuve, seulement des spéculations. Et Élisabeth, elle jouait le rôle de la veuve éplorée à la perfection. Son premier mari, un magnate du transport maritime, est mort lors d'une croisière de plaisance. Une chute tragique par-dessus bord, disait-il. Le second, un collectionneur d'art renommé, a succombé à un poison rare et foudroyant. Les autorités n'ont jamais remis en question le chagrin de l'épouse. Et puis, il y a eu Charles, une âme douce et gentille, avec une fortune investie dans l'immobilier. Il était épris d'Élisabeth, aveuglé par sa beauté et son charme. Ils se sont mariés dans les 6 mois. Sa mort, une prétendue crise cardiaque, est survenue quelques semaines seulement après le mariage. Cette fois, Élisabeth avait choisi une proie avec un esprit combatif. Jonathan n'était pas comme les autres. Il était plus jeune, plus en forme, et possédait une volonté de vivre tenace. Elle avait empoisonné son thé du soir, le regardant se serrer la poitrine en manquant d'air. La satisfaction fut de courte durée. Elle appela une ambulance, feignant l'inquiétude, mais dans son cœur, elle le savait. Celui-ci était différent. Les ambulanciers ont agi rapidement, leur urgence contrastant fortement avec la façade d'inquiétude soigneusement élaborée d'Élisabeth. Jonathan a été transporté d'urgence à l'hôpital, son pouls faiblissant à chaque instant. Les médecins, sentant quelque chose d'anormal, chuchotaient entre eux. Élisabeth, pour la première fois, ressentit un tremblement de peur. Était-ce sa perte ? La famille Davies était très soudée. Lorsque la nouvelle de l'effondrement de Jonathan leur est parvenue, ils se sont rassemblés autour de lui comme une forteresse. Ils arpentèrent les couloirs stériles de l'hôpital, le visage marqué d'inquiétude. Mais ils refusaient de perdre espoir. Jonathan, leur fils prodige, était un battant. Ils se sont accrochés aux paroles du médecin, au léger bip de la machine qui le maintenait en vie. Il parlait de sa force, de sa détermination, de son optimisme indéfectible. Au milieu de leur chagrin, une graine de suspicion a commencé à germer. Le frère de Jonathan, David, un avocat perspicace et observateur, a remarqué les incohérences. Le mariage précipité, l'importante police d'assurance vie, l'attitude étrange et distante de la nouvelle épouse de son frère. Il a juré de découvrir la vérité, quelle qu'elle soit. Les jours se sont transformés en semaines. Jonathan restait plongé dans le coma, s'accrochant à la vie. Élisabeth, jouant le rôle de l'épouse désemparée, maintenait sa veillée à l'hôpital. Mais son masque glissait.
La peur dans ses yeux trahissait sa façade soigneusement construite. Un soir, alors qu'Elisabeth était assise au chevet de Jonathan, son téléphone a sonné. C'était David, sa voix tendue par une colère à peine contenue. « Il est réveillé, dit-il, chaque mot étant un coup de massue pour la réalité soigneusement construite d'Elisabeth. La nouvelle s'est répandue dans la famille comme une traînée de poudre. Jonathan, contre toute attente, s'était réveillé. Il était faible, sa voix n'était qu'un murmure, mais il était vivant. Et il se souvenait de tout, le thé empoisonné, le regard dans les yeux d'Elisabeth, la terrifiante réalisation que la femme qu'il aimait essayait de le tuer. La panique s'est enroulée dans le ventre d'Elisabeth comme un serpent. La survie de Jonathan était une menace, une variable qu'elle n'avait pas prise en compte. Elle devait agir vite, se protéger. Mais comment? La police était déjà impliquée, alertée par un David suspicieux. Ils ont interrogé Elisabeth, leurs yeux perçants et soupçonneux. Elle s'en est tenue à son histoire, feignant l'ignorance, mais le filet se resserrait. La police scientifique a trouvé des traces de poison dans la tasse de Jonathan, dans la théière, dans les restes d'une fiole cachée parmi les affaires d'Elisabeth. Les preuves étaient accablantes. Les rumeurs sur son passé, les morts accidentelles de ses précédents maris, ont refait surface avec une vigueur renouvelée. La police était en train de monter un dossier, une tapisserie de tromperies tissée d'avidité et de meurtre. David, animé par une soif de justice pour son frère, est devenu le témoin clé de l'accusation. Il a présenté ses conclusions, les polices d'assurance, les morts suspectes, le schéma constant des relations d'Elisabeth. La salle d'audience était captivée, horrifiée par le récit qui se déroulait. Jonathan, la voix plus forte maintenant, a raconté les événements qui ont précédé son malaise. Il a parlé des changements subtils dans le comportement d'Elisabeth, de l'éclat de quelque chose de froid et de calculateur dans ses yeux. Ses paroles, empreintes de trahison et de douleur, ont trouvé un écho auprès du jury. L'accusation a clos son dossier, confiante dans la montagne de preuves qu'elle avait présentées. Elisabeth, autrefois une vision de grâce et d'élégance, apparaissait désormais hagarde, sa façade soigneusement construite s'effondrant sous le poids de ses mensonges. La sentence a été rapide. La prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Alors qu'Elisabeth était emmenée, les poignets menottés, un étrange sentiment de soulagement l'a envahie. La mascarade était terminée. Les mensonges, la manipulation, la peur, tout était enfin terminé. Maintenant, elle n'était plus qu'une détenue parmi d'autres, dépouillée de sa beauté, de sa richesse, de son personnage soigneusement construit. La veuve noire, le cœur venimeux enfin exposé, était laissée seule face aux conséquences de ses actes. La justice, bien que tardive, avait finalement été rendue.